Alors bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement, je vais relever un défi qui m'a été lancé par mon ami Michael B, à la fois mon plus grand fan et mon unique fan. Smiley triste. Le défi, c'est de répondre à cette question. Mieux vaut-il être célibataire ou en couple? Alors, j'aime bien commencer par définir les termes. Donc, pour le célibat, la définition du Larousse est assez marrante. C'est l'état de quelqu'un en âge de se marier, mais qui n'est pas marié. Donc, le célibataire, c'est celui à qui il manque quelque chose. Le couple, au contraire, c'est l'ensemble d'un homme et d'une femme liés par le mariage ou par l'amour. Donc clairement, le dictionnaire sacre la supériorité du couple, singulièrement du couple marié. Le célibat est défini comme une ombre, en quelque sorte. Un célibataire, c'est un demi-humain. Voilà. Au contraire, la sagesse populaire, alors, il y a plein de sentences comme ça. Il y en a une que j'aime bien qui dit les célibataires vivent comme des rois et meurent comme des chiens. Les hommes mariés ou les femmes mariées vivent comme des chiens et meurent comme des rois. Alors étant donné qu'on meurt en une demi-seconde, mieux vaut vivre en célibataire. On peut dire que la sagesse populaire penche quand même du côté du célibat. De la même façon, je réfléchissais à l'expression couple libre. Donc on est un couple, on est deux, mais on est libre. C'est-à-dire libre d'aller voir ailleurs, d'avoir une diversité sexuelle. L'adjectif libre, il est ici utilisé dans le sens exactement contraire de la monogamie, comme si la monogamie c'était l'esclavage. Donc la sagesse populaire penche clairement du côté du célibat. Dernier point que je voulais aborder aussi dans cette introduction, pourquoi forcément s'enfermer dans l'alternative couple-célibat? Après tout, on peut imaginer d'autres voies. Donc il y a le concept du couple libre, qui cherche à prendre le meilleur des deux concepts. Les sociologues des mœurs avancent souvent l'idée que le futur amoureux sera composé de CDD, successifs et ou parallèles. Des CDD où on est en couple, on est vraiment en couple, c'est pas des plans cul, mais sans l'idée de durée qui est intrinsèque à la notion de couple. On sait d'avance qu'il y aura une fin. Si on va plus loin encore, moi j'avais été frappé il y a une vingtaine d'années par une interview de Welbeck qui imaginait un futur sans distinction de genre, sans homme ni femme, il n'y aura plus qu'un être, avec plein de petits pénis et de petits clitoris dans son dos, sur sa jambe, sur sa tête. Alors c'est assez marrant, mais c'est pas impossible si on accepte l'idée que dans le futur, l'homme pourra changer sa nature, et donc son corps. Mais, si on vient à la réalité, on reste encore essentiellement assujetti au binôme couple-célibat, dont je vais étudier ici différents aspects un peu pêle-mêle en établissant une petite liste de points respectifs, un score, quoi. Alors déjà au niveau historique, alors avant le Moyen-Âge, la question ne se pose pas entre couple et célibat. La mortalité infantile est forte, l'espérance de vie est faible, la communauté humaine a un besoin vital du couple pour enfanter. Le célibat n'est pas une option. C'est pour ça que vous avez le fameux croisé multiplié dans la Bible et que toutes les morales universelles de l'ancien temps euh, pratiquaient l'injonction de faire des enfants au maximum. La femme, elle est là pour faire des enfants parce que si la femme ne fait pas assez d'enfants, la communauté meurt. Au Moyen-Âge, on a une nouvelle valorisation religieuse du célibat. C'est devenu un signe de distinction, d'élection divine. Mais le célibat, contrairement à aujourd'hui, se place sous le signe de l'abstinence sexuelle. Donc il est valorisé car il correspond à un sacrifice incroyable, celui de transmettre ses gènes, qui est quand même la pulsion élémentaire de tout être vivant. Sacrifice fait pour assurer le salut spirituel de toute la communauté. Donc il faut noter bien sûr qu'avant le Moyen-Âge existaient des célibats religieux, mais pas à cette échelle, sauf peut-être dans le bouddhisme. Par exemple, les Vestales, dans la Rome antique, avaient la même fonction d'assurer le salut de la cité par leur chasteté. Souiller une Vestale, vous condamnez à mort par flagellation, la Vestale était enterrée vivante, et si les deux avaient eu un enfant, l'enfant était noyé dans le Tibre, Bigre. Les Romains, ça rigolait pas. Mais c'est une petite corporation, pas un des trois éléments de la société comme le sont les clercs et les prêtres au Moyen-Âge. En 1789, c'est le triomphe de la bourgeoisie. Alors là, le célibataire devient une menace à l'ordre public, le code Napoléon ne parle que du couple, et uniquement du couple. Voilà. Et vous avez l'époque moderne, et là vous avez cette idéologie du bobo. Voilà, le bourgeois bohème, beaucoup plus bourgeois que bohème. C'est un bourgeois mais qui veut désespérément être bohème, c'est-à-dire il rêve d'aventure, de tourbillon, un tourbillon de la vie, quoi. D'où la valorisation du célibat aujourd'hui. On vit l'âge d'or du célibat. Bon, après, le bobo, ça reste un bourgeois, donc il est attaché à son confort, notamment mental. Il rêve d'évasion, mais même si dans les faits, il choisira toujours la sécurité. Ceci dit, le célibat, ça devient dans l'imaginaire collectif la liberté. Pour les hommes, peut-être plus encore pour les femmes d'ailleurs, euh, qui ont enfin la possibilité d'obtenir le partenaire parfait. Voilà, l'intello le lundi, le sportif le mercredi, l'artiste le samedi, le bon coup le dimanche. Enfin bon, il y a plein de possibilités, c'est génial. Les femmes le savent. Les femmes célibataires en tout cas.
Alors ensuite, je vais étudier différents arguments. Donc argument 1, l'argument sanitaire. Alors là, c'est à la mode. Alors j'ai bien bossé, j'ai lu Marie-Claire et Santé Magazine. Donc je peux vous dire qu'être marié, ça donne la garantie d'une meilleure santé. Voilà. Surtout chez les hommes. Alors le mariage diminuerait de 15% le risque de mort prématurée et de 5% le risque de subir un accident cardiovasculaire. De la même façon, les hommes célibataires présentent un risque plus élevé de connaître des problèmes respiratoires. En période de Covid, c'est important. Idem pour les maladies cardiaques. Alors ce qui est marrant, c'est que les femmes résistent beaucoup mieux au célibat. Donc du coup, ça donnerait l'idée que les hommes sont favorisés, que le couple favorise les hommes, ce qui est assez contre-intuitif, pour le moins. Si je résume, quand on est marié, on a un meilleur cœur, plus d'espérance de vie et un meilleur moral avec moins de stress. Même si évidemment ça dépend de votre partenaire. Si vous avez une mégère apprivoisée, bon, ça va être l'inverse. Le célibat, au contraire, vous prendrez moins de poids, vous aurez plus d'interactions sociales et donc moins d'isolement. Mais on va donner le point au couple, 1-0 pour le couple. Deuxième argument, l'hypocondrie. Alors avec l'âge, vous avez une hausse des risques d'AVC, de crise cardiaque, de choses comme ça. Vous regardez Netflix le soir, tranquille, et bim, vous avez un AVC. Alors, si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas le réflexe tout de suite d'appeler, enfin de vous sauver, vous allez mourir. Quoi. Vous êtes tout seul, vous mourrez. Si vous avez votre conjoint qui regarde Netflix en même temps, il appelle le 18. Voilà, le conjoint appelle le 18. 2-0 pour le couple. Troisième argument, les projets à long terme et globalement la reproduction. Alors, déjà, en couple, on peut quitter son studio de 25 mètres carrés et améliorer sensiblement son cadre de vie. On double sa surface financière. Ça, c'est important. Par ailleurs, évidemment, les mères célibataires existent, mais pas les pères célibataires, ou alors très marginalement. Elle a fait un bébé toute seule, ça existe. Il a fait un bébé tout seul, ça n'existe pas. Euh, mais globalement, faire un enfant, ça signifie vouloir l'élever. Donc l'élever à deux. Un enfant, c'est fatigant, ça coûte cher. On va pas se mentir, c'est un paquet d'emmerdes. Élever un enfant tout seul, c'est du suicide. Il y en a qui le font et très bien, et moi j'ai un immense respect pour ça. Mais c'est très difficile. Donc on le fait plutôt à deux. Donc c'est quand même un point pour le couple. La plupart des gens veulent des enfants. Donc, bon. Donc 3-0 pour le couple. Quatrième argument d'actualité, le confinement. Imaginez, c'est un effort d'imagination que je vous demande, mais imaginez qu'on vive en dictature et qu'on vous enferme chez vous 3 mois. Et même qu'on le refasse quelques temps après avec des choses complètement folles, type couvre-feu, etc. Évidemment, c'est un scénario absurde, un seul régime de sicaire aveugle pour imaginer cela. Mais mettons, dans ce cas-là, avoir quelqu'un auprès de soi, ça fait beaucoup de différence. Rester seul, sans contact social pendant 3 mois, c'est une épreuve extrêmement difficile, à la limite du supportable pour un animal social comme nous. Et ceux qui pensent que Skype peut remplacer un contact physique ne méritent même pas qu'on leur réponde. Donc là, c'est quand même un gros avantage, même si là aussi, ça dépend du partenaire. Bon, après, si vous avez mal choisi, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc pour le confinement, je donne le point au couple aussi, 4-0 pour le couple. Alors, cinquième argument, la laideur. Bon là, c'est un argument moche, mais j'ai fait profession d'honnêteté, donc je vais quand même y aller. Euh, je précise que je ne considère pas la laideur comme un défaut, hein. C'est pas un défaut, c'est juste un fait qui s'impose. Donc la proximité physique, c'est un critère majeur de choix de partenaire chez l'être humain. Voilà. C'est pas le seul. Bon, la proximité sociale aussi, ça joue beaucoup, mais c'est quand même un critère majeur. Alors là, bon, c'est un peu la théorie du Dr House. Voilà, vous ne pouvez pas choisir un partenaire qui a plus d'un point d'écart avec vous sur l'échelle du sex appeal, quoi. Si vous êtes un 4 sur 10, vous pourrez monter jusqu'à 5 sur 10, mais pas plus. C'est très très cynique, mais bon, on sait tous que c'est vrai à 98%. La beauté intérieure, bon, voilà. Alors, objectivement, la laideur vous offre un éventail plus faible de partenaires, c'est clair. Les risques de célibat subi augmentent, et avec ça, la spirale autodénigrement, déprime, voire dépression, isolement, etc. Au contraire, j'étais souvent frappé de voir que les gens laids font de la fidélité et de l'attachement strict à la monogamie une vertu morale. De la pensée qu'ils transforment leur difficulté à trouver quelqu'un, même une maîtresse ou un amant, en vertu morale. Bon, il y a un pas, je ne sais pas s'il faut le franchir, mais en tout cas, pour la laideur, le couple, c'est quand même vraiment quelque chose, voilà, pour mon point de vue. Donc 5-0 pour le couple. Ensuite, argument 6, l'argument philosophique. Évidemment, c'est aléatoire, par définition, ça dépend de votre vision du monde. Par exemple, je pense qu'un écologique, logiquement, ne devrait pas se reproduire. Parce qu'il augmente son empreinte carbone, et il contribue à la surpopulation, c'est ridicule. Mais ils le font quand même, j'ai du mal à le comprendre. Mais bon, là c'est aléatoire, donc on va dire match nul. Septième argument, politique. Évidemment, le couple comme vecteur de stabilité sociale, tous les pouvoirs de toutes les époques, en tous les endroits, ont toujours privilégié le couple. Donc nous ici, comme on aime la liberté, on n'aime pas le pouvoir. Donc c'est un point pour le célibat. 5-1. 8. Un apocalypse zombie. Voilà, c'est l'apocalypse zombie.
Mieux vaut être seul. Se lester d'un partenaire, sans même parler des enfants, peut se révéler un handicap insurmontable. On marche moins vite, on est fragilisé émotionnellement, son stress augmente. Il suffit de regarder Walking Dead, quoi. Si le gars était tout seul, Rick, il vivrait 10 ans à côté de ça. Bon. Enfin, je ne veux pas spoiler. 5-2 pour le couple. Neuvième argument, le reboot. Vous avez 40 ans, vous êtes comptable, et le grand moment de votre semaine, c'est le conseil d'immunité à Koh Lanta. Vous devez changer de vie, quoi. Vous devez changer de vie. Et je précise, c'est pas autobiographique, même si j'adore Koh Lanta. C'est beaucoup plus simple de faire un reboot en tant que célibataire. Vous n'êtes pas responsable d'autrui. Après tout, vous lui avez promis d'être là pour lui ou pour elle. Je parle même pas des enfants. De la même façon, le coût du paquet de cigarettes, c'est aller chercher ses has-been, quoi. Donc, point pour le couple, 5-3. Dixième argument, Casanova. Alors, c'est pas un argument, je voulais juste citer le nom du plus grand célibataire de tous les temps, du plus flamboyant. J'ai nommé Giacomo Casanova. Alors, ceux qui ne connaissent pas, lisez son œuvre, hein, qui s'appelle L'histoire de ma vie, 3 volumes, collection bouquins. Vous m'en remercierez. Sa vie, justement, fut formidable, même si c'est vrai, qu'il mourut comme un chien. Les 10 dernières années de sa vie sont catastrophiques, mais c'est quand même un point pour le couple, 5-4. Et dernier argument, c'est l'aventure. Alors, ça me semblait être un argument imparable pour le célibat, la diversité sexuelle, les nouvelles rencontres, la vie sociale plus riche. Donc je suis d'accord, sauf qu'il se trouve que la plupart des humains angoissent d'être seuls. Ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, trouver la bonne personne. Voilà. Donc, match nul, quoi, un peu tristement. Donc pour conclure cette vidéo, je donne une victoire au couple, 5-4. Alors c'était un match serré, j'ai pensé donner un point final au célibat pour sa plus grande liberté. Puis en fait, je m'aperçois que, bon non, c'est pas très pertinent. Donc on va rester sur 5-4 pour le couple, et comme disait Spinoza, les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par là où ils sont déterminés. Ça n'a aucun rapport, mais finir sur Spinoza, je trouvais ça classe. Donc je vous remercie.